Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour le 12e épisode de La Forge. Ça fait pas si longtemps que ça. Normalement, c'est à peu près une semaine. J'essaie d'être régulier encore une fois. C'est quand même toujours le but. Et aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet assez sensible, qui est un sujet qui, je pense, est éternel, en fait, on va dire, dans notre génération, qui est la solitude. C'est un sujet qui est souvent vu comme quelque chose, on va dire, de assez négatif. On parle de la solitude beaucoup en négatif. Et je voulais aujourd'hui en parler d'une manière positive. En fait, c'est que je pense qu'il faut faire la distinction entre la solitude et l'isolement social. L'isolement social qui est pas toujours, bien évidemment, on va dire, quelque chose qui est entre guillemets subi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut subir la solitude qu'on nous donne, entre guillemets, et parfois, seulement juste on décide pertinemment, on va dire, de s'isoler et d'être quelqu'un de plutôt solitaire. Et en l'occurrence, étant une personne qui est très solitaire, j'avais envie quand même de pouvoir parler de ça. En l'occurrence, parce que je pense que la plupart de mon caractère et la personne que je suis en fait s'oriente autour du fait quand même que je suis assez solitaire. Et en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de profondeur à analyser simplement, on va dire, tout ça, dans les points positifs, dans les points négatifs, dans la manière aussi dont je peux interagir avec les autres, la manière aussi où je peux interagir avec moi-même. Alors voilà, là c'est le but de ce podcast-là, de pouvoir un petit peu parler de la solitude, et j'ai pas envie de forcément tergiverser et partir dans 10 000 déclinaisons pendant l'introduction. On va commencer directement du coup en parlant vraiment de cette distinction que j'aimerais quand même pouvoir faire entre la solitude, on va dire, qui est un peu la solitude subie, on va dire, l'isolation, euh, et on va dire la bonne solitude. Et j'ai quand même de pouvoir aborder ce sujet par rapport à la différence qu'il y a entre être seul et se sentir seul. En anglais, il y a vraiment la différence entre being alone, donc être seul, c'est-à-dire je suis là actuellement dans une pièce et je suis tout seul. Il n'y a personne qui est là, donc je suis tout seul. Et la nuance qu'il y a donc du coup dans loneliness, qui donc du coup est la solitude. En fait, là en loneliness, il y a réellement cette part-là, on va dire, juste de je me sens seul en fait. Et je pense qu'il faut réellement distinguer un peu les deux. Parce que on peut très bien être seul et pour autant, on va dire, ne pas sentir seul. De la même manière qu'on peut être entouré de beaucoup de personnes et tout de même se sentir seul. En fait, faut se dire un truc, c'est que bah, on va pas non plus rendre la chose compliquée. Être seul, c'est simplement un fait. Si vous êtes seul actuellement, c'est que bon bah voilà, juste il n'y a personne qui est autour, et en soi, ce n'est ni positif ni négatif. Ce qui compte réellement, c'est le ressenti, c'est-à-dire est-ce que vous vous sentez seul ou est-ce que vous ne vous sentez pas seul. Et à vrai dire, même si vous êtes entouré, on peut aussi du coup se poser la question et se demander est-ce que je me sens seul ou est-ce que je me sens pas seul. Je pense qu'on a tous un rapport qui va être très différent à la solitude. Bien évidemment que c'est un phénomène qui est social. On prend la solitude par rapport souvent à l'autre, et c'est par là qu'on va commencer aujourd'hui. Donc du coup, parler réellement de la solitude par rapport à l'autre, d'un point de vue, on va dire, purement on va dire, social, dans le sens que je veux pas pour l'instant parler de la partie personnelle de être seul, la question de la solitude. La vidéo que qui a le plus marché sur ma chaîne, c'est du coup en l'occurrence la vidéo sur la solitude qui s'appelait donc le fléau de génération, qui bientôt ça va faire 2 ans qu'elle est sortie et elle a fait quand même 230 000 vues, je crois à peu près. Donc plus grosse vidéo de ma chaîne. C'est un sujet qui touche énormément de personnes de nos jours. J'ai pas regardé les stats de combien de pourcentage de gens se sentent seuls, mais ce qui est sûr, c'est que même entre guillemets, au-delà d'une statistique, c'est un phénomène de société. On est vraiment dans une génération qui malgré le fait qu'elle soit autant connectée et qui ait autant, on va dire, de liens entre elles, malheureusement, elle se sent profondément seule. Donc, pour parler réellement de cette question-là, de la solitude, avant tout, de pouvoir parler en l'occurrence du côté positif, parce que vraiment le but de l'épisode, c'est de pouvoir se dire vivre avec la solitude, ce qui est pas facile. Parlons un peu du coup du négatif, comme ça on pourra finir sur une note un peu plus douce. La
plupart d'entre nous, je pense, ont connu, la solitude, dans ce ressenti-là. Je pense que c'est très, très, très rare, on va dire, que des gens vraiment ne savent pas ce que c'est que la solitude, tellement on va dire que c'est quelque chose qui est commun et qu'en soi, c'est totalement naturel. D'un point de vue purement, hein, instinctif et puis, on va dire, biologique, c'est un mécanisme, on va dire, de sécurité, en fait, la solitude. C'est qu'on ne voulait pas, à l'époque être, expatriés de la tribu, donc par conséquent, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on allait se enfin, ce qu'on faisait, ce que notre corps nous faisait ressentir, c'est qu'il y avait un souci, en l'occurrence, ce sentiment qui est très désagréable de se sentir seul. Et en fait, la réponse la plus naturelle qu'on a par rapport à ça, c'est de vouloir se réintégrer dans le groupe. Et ça, on va dire que souvent, c'est que la solitude, elle est en réponse à, on a fait quelque chose qui est mal, donc le groupe va désapprouver, il va mettre un blâme sur nous. Donc en l'occurrence, on va se sentir mal. À l'inverse, il y a donc du coup l'effet qui est complètement, contraire, qui est celui de la louange. C'est-à-dire que simplement, on a fait quelque chose qui est plutôt bien, donc du coup, au lieu d'être mis à l'écart du groupe, on est mis au centre du groupe pour du coup pouvoir justement, bah, montrer l'exemple. En fait, dans un sens, il y a une forme de grandissement de soi à travers la louange et à travers le fait de s'intégrer dans le groupe, et il y a un rapetissement de soi par le fait d'être exclu du groupe. Et ça paraît, dit comme ça, assez logique, mais je pense que en fait, faut un peu aussi parfois l'exprimer. C'est que il y a ce côté très rapetissant, on va dire, dans l'isolation, et il y a ce côté très grandissant, dans le fait d'être avec les autres. Et ça, donc d'un point de vue absolument naturel, c'est normal et c'est comme ça d'ailleurs que se base, beaucoup, on va dire, d'éthique. Une éthique, qui est plutôt assez, on va dire, naturelle et qui se base simplement sur, ce qu'est la nature humaine, va se baser en l'occurrence sur la question du blâme et de la louange, pour voir qu'est-ce que les hommes vont blâmer naturellement et qu'est-ce que les hommes vont, en l'occurrence, plutôt louer naturellement. Par exemple, on va voir que les actes de courage, les actes de justice, les actes de compassion sont des actes qui sont en l'occurrence souvent loués, peu importe la culture, c'est quelque chose qui est universel, le courage. La sagesse aussi, elle est universelle. Euh, la tempérance est universelle. Beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment, on va dire, louées, sont louées universellement. Donc il y a un caractère qui montre, en fait, dans la louange et le blâme, quelque chose d'universel et qui n'est pas forcément simplement relatif. Bien évidemment, on peut louer quelque chose, qui est mal, bien évidemment, et on peut aussi, enfin, blâmer quelque chose qui est bien. En l'occurrence, on va en parler juste après, du mauvais blâme et de la mauvaise louange. Juste pour dire simplement, c'est que à travers enfin, la louange et le blâme, on peut quand même déjà discerner quand même qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et c'est absolument, on va dire, naturel à l'homme de pouvoir faire ça. Il n'y a pas vraiment un relativisme en disant, entre guillemets, que le courage est quelque chose, qui est mauvais, ou qui est bien. Enfin, c'est que, en fait, naturellement, l'homme, quand il va voir un acte courageux, il va se sentir inspiré par cet acte-là, et il sait que c'est un acte qui est bon. Voilà. En fait, on le pose comme un acte bon parce qu'il va dire qu'il va être loué. Alors, bon, évidemment, beaucoup de gens pourront dire que, voilà, simplement, dans une approche très, nihiliste, dans le sens de vouloir, remettre en question les valeurs, comme pourrait par exemple le faire Nietzsche, que en fait simplement voilà, c'est une forme de construction autour du langage, ou même encore on pourrait dire, que c'est une forme de construction sociale, cette valeur, de courage ou de force, quoi que ce soit. Mais c'est pas vraiment la question. En l'occurrence, moi je pense que, dans la louange et dans le blâme, il y a un caractère, très naturel, on va dire, de comment l'homme interagit, avec ses pairs, qui en fait, remonte littéralement à la manière biologique de comment, en fait, dire, les animaux, même aussi, entre eux, fonctionnent, en fait. Quand il y a un souci, simplement, là, il y a une forme de mise à part de la personne qui, du coup, va provoquer la solitude. Tout le point de pouvoir dire ça, c'est qu'en fait, c'est très naturel, entre guillemets, de se dire, voilà, juste, je cherche à, être accepté par mon groupe, et que c'est pas du tout naturel, justement, de se dire à l'inverse, enfin, en tout cas, c'est contre nature de se dire, je veux être rejeté. C'est pour ça qu'on va parler justement après de cette, forme d'isolation. Le souci, c'est que malheureusement, de nos jours, nos groupes sociaux sont artificiels et anormaux. Dans le sens que, on ne vit pas du tout d'une manière qui est naturelle. Avant, il y a quand même beaucoup de contacts, physiques, de contacts aussi en fait avec, bah, oculaires, avec les yeux, avec la vision. On se voyait, directement, on pouvait communiquer directement, et c'était, on va dire, un contact qui était beaucoup plus humain, en l'occurrence qui était beaucoup plus dans le réel. Aujourd'hui,
on fonctionne bien plus euh, par le virtuel. C'est une réalité, c'est une chose de fait, mais l'image que les gens ont de nous et ce qu'ils vont louer et ce qu'ils vont blâmer passe par le virtuel, va passer aussi par du coup les likes, l'approbation et tout un tas de choses qui sont entre guillemets pas forcément bonnes. Parce que encore une fois, moi de base, enfin, je me considère pas comme philosophe réellement parce que bah, je suis pas encore entre guillemets à un niveau où je me pourrais vraiment me considérer comme philosophe, mais j'ai une approche de philosophe dans le sens que c'est comme ça que je raisonne, et c'est aussi mes études et du coup ma méthode. Mais même d'un point de vue scientifique, on sait très bien que, je pense que beaucoup d'entre vous ont pu entendre parler de la dopamine, c'est ce qui est vraiment l'hormone du bonheur. Plus exactement, c'est l'hormone de la motivation. C'est ça qui a du coup nous pousser à pouvoir agir. En l'occurrence, dans les podcasts de Andrew Huberman, il parle de ça. En fait, c'est que donc lui, c'est un neurologiste, si je ne me trompe pas. Bref, il est scientifique. J'ai pas exactement ce qu'il fait précisément, c'est quoi son champ d'études, mais il fait quand même beaucoup d'études. Je crois que c'est genre enfin, de la neurobiologie et de la, enfin je sais plus qu'est-ce qu'il fait exactement, mais c'est pas ça qui compte simplement. C'est qu'il disait simplement que voilà, en fait, dans le fonctionnement qu'il y a par rapport à notre cerveau, par rapport à la dopamine, c'est que la dopamine après se transforme en norépinéphrine, qui du coup en fait en gros permet à notre corps de pouvoir agir. En fait, la dopamine nous donne une forme de petit plaisir qui nous pousse à agir. En fait, c'est-à-dire qu'elle nous motive en tant que tel. C'est ça qu'on dit que c'est vraiment l'hormone de la motivation. Voilà, donc du coup, vous pourrez aller voir Andrew Huberman pour ce qui est de ma source. Je vous laisserai donc du coup aller regarder ces podcasts qui sont très très intéressants. Mais donc du coup, pour revenir là-dessus, c'est que en fait, naturellement, forcément, on a cette envie et ce désir qui nous pousse et qui nous motive à vouloir être accepté. Et les réseaux sociaux, qui sont donc du coup une manière artificielle de recréer le contact humain, vont jouer là-dessus. Et donc le problème, c'est que l'avantage du réseau social, c'est pas en tant que tel de connecter ou de créer quelque chose qui entre guillemets est bien, c'est de faire en sorte que ça marche. C'est-à-dire qu'ils veulent que vous restez le plus longtemps possible. Donc ils vont entre guillemets faire une forme de euh, le mot, en fait, j'ai peur de faire un anglicisme, mais je sais pas si c'est vraiment un anglicisme. Hijack, je crois que c'est un anglicisme. Ils vont faire une forme de détournement, on va dire, oui, ça c'est vraiment ça le mot en français, c'est détournement. Il y a une forme de détournement, on va dire, du système, parce qu'en fait, on va plutôt désirer simplement, on va dire, cette validation rapide, entre guillemets, sociale, à travers les réseaux sociaux de ça et tout. Ce qui fait que on va vouloir se conformer. Parce que forcément, en fait, on voit aussi les personnes qui sont louées et celles qui sont blâmées sur les réseaux, même si en vrai on ne les voit pas. Et justement, en gros, c'est qu'en fait on ne voit que ceux qui sont loués. Donc du coup, on voit un idéal de perfection sur les réseaux qu'on cherche à imiter. On cherche à montrer la plus belle photo, voilà, nos vacances, une version très idéalisée de nous. Et donc, le souci de tout ça, c'est que ce côté réellement, on va dire, d'isolation, il va arriver quand on ne rentre pas dans le moule. Et donc, la réponse naturelle, c'est qu'en fait, on va voir, en fait, entre guillemets, tout ce moule-là dans lequel tout le monde rentre et donc dans lequel il y a beaucoup de clones. Et on va se dire, bah, je veux rentrer dans ce moule-là. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais essayer, en fait, dire, de me pousser, entre guillemets, à rentrer dans le moule. Et donc, je vais essayer de devenir, entre guillemets, cette version de moi qui sera acceptée par le groupe. C'est un phénomène qui est flagrant. On va dire que là, juste, je l'ai expliqué en voulant chercher donc les causes d'un point de vue éthique et d'un point de vue scientifique, en vous expliquant du coup toute la question, on va dire, du blâme et de la louange. Mais globalement, vous êtes bien conscient, on va dire, de ce phénomène-là, parce que, en fait, simplement, vous le vivez la plupart d'entre vous. Et le souci qu'il y a à ce moment-là, c'est qu'en fait, bah, il y a une forme de adaptation non naturelle. Dans le sens que on n'est plus dans une optique de survie de nos jours, et donc le comportement social qu'on va avoir avec les autres n'est plus en tant que tel pour se dire bah, il faut que j'agisse bien pour en fait simplement le bien commun de ma tribu ou de mon village ou à plus grande échelle de ma nation. Non, là je vais agir en vue simplement on va dire du bien que mes amis, les réseaux sociaux vont voir. Et en l'occurrence, c'est beaucoup tourné autour de l'apparence, d'où le fait qu'il y a énormément, on va dire, ce culte simplement de la beauté, et que la valeur humaine de nos jours est très fortement tournée autour de la beauté, et que en fait on voit bien plus entre guillemets le corps avant de voir réellement la personne dans ce qu'elle est entre guillemets,
j'ai envie de dire, dans son âme et vous verrez ce que je veux dire, dans le sens que juste, bah, c'est fait ce qu'elle est, en tant que telle, et non pas simplement dire juste ce qu'on peut apercevoir de manière, matérielle. Vous voyez qu'un peu comme genre l'idée que je veux dire, c'est que globalement en fait, on a cette volonté très superficielle. Et donc le souci c'est que, bah, en fait, pour revenir un peu sur le sujet, parce que j'ai essayé de pouvoir être assez rapide et de pas trop non plus, m'étaler là-dessus, parce que ça c'est encore une fois très superficiel et je pense que beaucoup d'entre vous, connaissent déjà, ce sujet. C'est de pouvoir dire que au bout du bout, cette, socialisation, non naturelle va pousser, certaines personnes à une forme d'isolement parce qu'ils vont tout simplement pas réussir à pouvoir, s'intégrer dans le groupe et le facteur numéro un étant en l'occurrence la beauté. Vous allez dans n'importe quelle, université, faculté, école ou quoi que ce soit, vous verrez que, les groupes sociaux, sont formés, à partir de la beauté physique et c'est flagrant. En fait, quand vous en rendez compte, c'est flagrant et c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose en gros qui est façonné par la manière dont en fait, on va dire, on va dire, les groupes sociaux et comment du coup l'isolation se fait. Moi je sais, voilà, je vais parler du coup de mon expérience personnelle vu que, bah, c'est la seule que j'ai actuellement. Je sais que quand j'étais, au collège, j'étais pas forcément entre guillemets, très, très, beau et j'étais pas du tout accepté dans les groupes comme ça et dès qu'il y avait une soirée ou un truc comme ça où genre, certains enfin de mes amis, avec qui je traînais qui étaient quand même plutôt beaux et bah, eux ils étaient invités et ils y allaient et moi jamais j'étais invité. Et à l'inverse quand je suis arrivé au lycée, forcément en me mettant, au sport et en prenant un peu plus soin de moi, ça allait un peu mieux et au final j'étais intégré dans ces groupes-là et encore une fois, je l'ai revu, plusieurs fois avec, certains de mes amis qui en l'occurrence dans leur groupe d'amis, bah, globalement en fait, c'est souvent on va dire, à peu près, les mêmes entre guillemets, standards de beauté et ça se remarque en fait. On voit les groupes qui sont comme ça, et encore une fois, c'est, absolument, bah, pas naturel on va dire. C'est quelque chose qui je pense pas se fasse naturellement. Après je fais une supposition, je pense que forcément, il y a une forme, de reconnaissance dans le semblable. Mais en fait, moi j'ai des amitiés avec des gens qui sont pas forcément, extrêmement beaux et puis il y a genre des gens qui sont quand même bien plus beaux que moi, et en fait simplement, c'est pas une question de dire qu'on se ressemble physiquement, c'est une question de on se «ressent» entre guillemets par rapport à nos passions, par rapport à nos pensées, par rapport à ce qu'on aime et du coup par rapport à ce qu'on partage et du coup par rapport entre guillemets à ce que je vais appeler, «l'âme», mais pas dans un sens, religieux ou spirituel. On pourrait parler de l'âme pendant longtemps, mais ce sera le sujet de la vidéo sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Je suis en train de bosser sur une vidéo qui, en l'occurrence, parle de la question de l'âme et de la machine. Mais ça viendra sur la chaîne. Bref, parenthèse fermée. Globalement, du coup, on a cette forme de socialisation qui est très tournée autour de la beauté. Et la plupart des gens, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils cherchent à vouloir glow up. C'était un phénomène à l'époque. Je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, vu que je me suis absolument déconnecté des réseaux. Mais je crois que maintenant, c'est la question, on va dire, du looks maxing, ça et tout. Mais quand j'étais au collège, c'était le glow up au lycée encore, où vraiment on voulait en fait se dire bah vas-y je vais m'habiller mieux, enfin je sais pas, je vais essayer une nouvelle coupe de cheveux, je vais aller à la salle de sport si voilà, beaucoup de mecs ont fait ça. Euh, Globalement le but était de pouvoir être accepté socialement et de fuir la solitude. Et en fait le souci de tout ça, c'est que du coup il y a deux fait, choses qui vont arriver. Négatives. Il y a aussi des positives et c'est ce qu'on va du coup voir à la fin. La première chose négative qu'on peut avoir, c'est le fait de perdre, on va dire, son authenticité. On va complètement changer et en fait, on va se rendre compte en fait que au bout d'un moment, en gros, qu'on n'est pas réellement nous. Et honnêtement, ça se voit, ça se ressent et il n'y a rien, je trouve, de plus repoussant, on va dire, qu'une personne qu'on ressent comme non authentique. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle n'est pas elle-même. Et j'en vois beaucoup, hein, en l'occurrence, hein, je vois beaucoup des personnes où genre, on ressent réellement que elles veulent un contact humain, ce qui est naturel, mais la manière dont elles le font est vraiment pas naturelle. Et donc en fait, ça fait que bah souvent ils sont encore plus rejetés parce que ça se ressent. Parce que fait, simplement dans les groupes dans lesquels ils veulent correspondre à un groupe qui ne leur correspond pas. Et donc par conséquent, en fait, en gros, ça ne colle pas, ça ne marche pas. Donc ça, c'est à dire, c'est la première conséquence, on va dire, c'est le fait de se faire aliéner par le groupe au point vraiment de ne plus être réellement qui on est réellement.
Et donc il y a cette partie-là qui est, soit on essaie vraiment juste enfin, on est juste plus naturel et globalement, on va dire qu'on se fait un peu absorber par, le groupe et souvent on est quand même encore un peu marginal. Soit réellement, en fait, on est un peu, on va dire, dissolu dans le groupe et il y a plus forcément une très, très grande, personnalité qui ressort. Même si, avec l'âge, je me rends compte que, en fait, la plupart des groupes comme ça n'existent plus trop. Certains, bien évidemment, sont toujours quand même présents, mais la plupart des gens, quand même, ne se dissolvent pas, vraiment dans le groupe. Ça, c'est un phénomène que je pense on voit beaucoup au collège, et au lycée. Ce qui est normal parce que, justement, bah, les gens cherchent à vouloir justement dire comprendre qui ils sont. Et du coup, l'autre réponse, on va dire négative, c'est en fait bah, l'isolation. C'est le côté de se dire, c'est pour moi la solitude, on va dire négative, c'est-à-dire qu'en gros qu'on se sent seul et on accepte de se sentir seul. Là, du coup, il y avait la partie, je n'accepte pas d'être seul, donc du coup, je vais me changer moi pour pouvoir rentrer dans le groupe, en du coup devenant autre de qui je suis. Il y a une forme d'aliénation par le groupe. Là, en l'occurrence, il y a une forme de renfermement qui est absolument destructrice. Mais vraiment, vraiment destructrice. Pour parler un petit peu de ça, je vais faire un parallèle avec un auteur que j'aime beaucoup et que vous connaissez, que j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui est Dostoïevski. Dans les Carnets du sous-sol, qui est, on va dire, le livre de Dostoïevski qui est vraiment son point de basculement, on va dire, où là réellement on va rentrer dans ces grandes œuvres comme Crime et Châtiment, L'Idiot, les frères Karamazov, les démons et tout ce qui va suivre ensuite. On a réellement à partir de ce moment-là vraiment un basculement chez Dostoïevski qui peut vraiment se retrouver dans ces pages-là avec un peu cette question en fait de ce personnage qui est très nihiliste. Les Canaux sous-sol donc du coup répondent à un livre et en fait en soi est dans la même veine que Père et Fils de Tourgueniev, qui encore une fois est la question, on va dire, du nihilisme. C'est là que le mot nihiliste se répand le plus dans la littérature russe et que vraiment il prend entre guillemets son essor et sa forme. Et en fait simplement donc du coup les carnets tout seul, bah, en fait on fait face à encore une fois un nihiliste qui s'est isolé en fait. Il s'est isolé dans son sous-sol et du coup il a 40 ans et il repense en fait encore une fois à ses souvenirs et on voit ce côté réellement en marge, c'est-à-dire qu'en gros qu'il est très solitaire et il a un mépris pour ses amis en fait ou ses collègues qu'il va recroiser à un moment pour fêter un anniversaire. Et en fait, il veut absolument en fait être vu par les autres parce que en gros, il se sent comme supérieur à eux. Et pour autant, en fait, il se dit qu'il s'en fiche de eux. Et donc, il y a un paradoxe qui se crée. Il y a ce côté, je veux être vu, je veux être reconnu. Parce qu'encore une fois, c'est naturel et on l'a dit avant, en fait, c'est que on veut être reconnu par en fait, le groupe social. Et de l'autre côté, en fait, on a cette forme d'isolation et cette forme de solitude qui nous dit en gros non, on est au-dessus. Donc en fait, du coup, en fait, on veut être un peu dans une forme d'adoration comme une forme de Dieu. Et malheureusement, en fait, en gros, ça mène un peu une forme d'isolement forcé où on se dit je suis différent, je suis incompris et en fait simplement enfin, je reste seul parce que en fait voilà personne ne pourra réellement me comprendre. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont vraiment en mode un peu en mode un peu genre Dark Sasuke en disant ouais tu peux pas comprendre ce que je ressens quoi que ce soit et en fait ils sont là en fait ils sont enfermés dans leur isolement social où ils vont en fait se créer un masque pour se protéger. Et donc là on va dire qu'on a un peu vu grossièrement encore une fois je suis pas psychologue je suis pas non plus quelqu'un qui pourrait vraiment dresser un portrait extrêmement grand enfin grand et précis de ces archétypes que j'ai dressés de premièrement la personne du coup qui cherche à rentrer dans le groupe social et qui du coup va se créer un masque, l'autre qui est complètement fondu dans la masse du groupe social et qui du coup ne sait plus réellement qui elle est, et dernièrement la personne qui s'isole socialement et qui en fait a une forme de côté imbu de elle-même et qui réellement en fait ne vit pas on va dire dans une manière aussi authentique avec elle-même parce que du coup elle est pas réaliste la vision qu'elle a de elle-même cette personne là. Ces trois archétypes-là, en l'occurrence, sont négatifs. Et vous le voyez bien, peu importe s'ils sont entourés ou non, ou si donc du coup ils sont seuls ou s'ils ne sont pas seuls, les trois se sentent seuls. Et donc c'est là que en fait, on va devoir parler un petit peu de la question de la solitude et la question du coup de la solitude qui est positive.
Pour vous dire un peu, je pense que j'ai à peu près, eu, je pense, les 3 archétypes, je les ai vécus. Je pense que j'ai vécu, l'archétype de vouloir, être dans le groupe, quand j'étais au lycée, de vouloir entre guillemets «être dedans», ça et tout, ça je l'ai vécu je pense, collège-lycée. J'ai vécu l'archétype d'être complètement fondu dans le groupe aussi, au lycée, à un moment je m'en suis rendu compte. Et c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte après aussi, en année de fac, que, dans une période, assez, on va dire, sombre, de ma vie, qui en l'occurrence était, bah, l'année dernière, et ben en fait à ce moment-là donc je me suis complètement isolé et j'ai vraiment eu ce raisonnement du gardien des sous-sols. Et quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que c'était pas bien du tout et que j'avais besoin en fait, de faire un rapport à moi qui était beaucoup plus sain. Et c'est donc du coup là, on va dire que ces 3 personnages, en fait, qu'il y a, en fait, ces 3 archétypes, on va dire plutôt, qui existent, on va dire, peut-être en vous, doivent tendre vers un archétype beaucoup plus sain qui est celui de l'authenticité. En fait, il faut se dire quelque chose, c'est que la solitude et le sentiment d'être seul, c'est un sentiment de ne pas être reconnu. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est, enfin, ce qu'on veut du coup dans notre nature humaine, il y a aussi cette part de louange qui est extrêmement importante. En fait, on veut savoir que ce qu'on fait c'est bon et ce qu'on est c'est bon. Parce qu'en fait, ce qu'on désire pas en tant que tel, c'est la louange. C'est aussi qu'on on désire être justement loué. C'est-à-dire que même la personne qui est dans ce groupe-là, qui en fait socialement est quand même acceptée et a quand même beaucoup d'attention sociale, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans le groupe ou quoi que ce soit, cette personne-là, du coup, est donc l'archétype numéro 2. euh, au fond, est-ce qu'elle se sent juste, enfin, de manière justifiée, enfin, avec raison louée? Pas forcément, parce qu'en fait, simplement, elle sait que ce n'est pas elle. Alors parfois, on s'en rend pas compte, et du coup, on se dit, mais pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi forcément me dire tout ça, en fait, je me rends compte que c'est pas forcément bon pour moi? Parce qu'il n'y a pas cette phase, on va dire, de travail sur soi, et je me rends compte en fait que je ne suis pas moi quand je suis dans ces soirées, dans cette recherche d'attention constante sur Instagram. Je me rends compte que en fait, il y a une part de moi qui est aliénée et qui n'est pas ça en fait. Et donc, simplement, c'est que tous ces archétypes-là, ils ont ce besoin, comme je viens de dire donc, juste avant, qui est donc l'authenticité, savoir réellement, en fait, on va dire qui je suis. Le premier, il se détruit parce que simplement, voilà, il veut rentrer dans le cadre. L'autre, en fait, en l'occurrence, il est déjà dans le cadre et en fait, il ne sait plus enfin, qui il est réellement. Et le dernier, enfin, en fait, lui, il sait une part de ce qu'il est, mais il a une forme entre guillemets qui est très imbue. Parce que pour un peu faire entre guillemets maintenant la spécification, enfin oui, spécification, oui, enfin, je pense pas que ça se dise, mais bref, pour vraiment, entre guillemets, plus, on va dire, étoffer le propos, avec ce dernier archétype, c'est qu'en fait, on voit bien que dans la question de la solitude, il n'y a pas une question personnelle uniquement dans la facette de l'authenticité, il y a une question aussi de l'autre. Enfin, en fait, la question du groupe est importante dans la solitude. C'est qu'il y a ce besoin qui est vital de être reconnu par l'autre. C'est-à-dire que moi, en tant que tel, il faut que je puisse me reconnaître en tant qu'authentique par rapport à qui je suis, que je me sens pas vraiment aliéné par un groupe ou par moi-même. Et dans un second temps, il faut aussi que le groupe et les gens que réellement j'apprécie et avec qui vraiment je peux me sentir comme humain et comme simplement bah, moi, puissent aussi me reconnaître. Et à ce moment-là, on crée une relation qui est saine. Pour moi, une relation d'amitié, c'est simplement une relation où on peut être authentique. C'est-à-dire que vous le sentez avec ces gens-là, quand vous avez vraiment ce sentiment où vous vous dites ah putain, ça connecte là. Il y a un truc en fait qui fait que je me sens bien en fait avec cette personne-là. Je sais pas pourquoi. Vous vous sentez bien parce que la personne vous accepte comme vous êtes. Il y a une forme d'authenticité qui se crée entre vous et elle, où l'un comme l'autre, en fait, il y a cette réciprocité d'amour dans ce que vous êtes entièrement, dans vos défauts comme vos qualités, et ça fait vraiment la base de l'amitié. C'est qu'il y a cette réciprocité-là, et en fait, il y a une forme de louange. Vous pouvez parler de votre passion qui est à vous, et au final, en fait, la personne, elle vous regarde, et elle vous voit. Elle n'est pas simplement là en train de
de vous dire, bah ok, voilà, juste cool ton truc. Non, il y a réellement cette attention qui est là. Et pour moi, c'est ça qui compte le plus, et ce qui fait la beauté, on va dire, de l'amitié, et qu'est-ce qui rend les choses plus authentiques. C'est le fait de pouvoir se dire justement, en fait, l'autre me voit tel que je suis, et moi je suis vu tel que je suis. Donc, la question maintenant, c'est comment on fait réellement pour pouvoir trouver ces personnes-là quand on est dans le cadre un, 2 ou 3. Voilà. C'est comment je fais, moi, si je me sens seul actuellement, pour pouvoir réellement trouver ces personnes-là. Faut se dire un truc, c'est que c'est jamais facile de se faire des amis. L'amitié, elle est simple, mais elle est difficile. Il faut faire vraiment la distinction entre les deux. L'amitié ne doit pas être complexe, elle doit être simple. C'est tout bête, mais toute relation doit être simple. Si vous vous complexifiez, c'est pas bon. La simplicité, il y a cette notion dedans de d'unité. On est un. On n'est pas un être qui est divisé. On n'est pas en train de jouer sur deux facettes. Il y a simplement une seule. En fait, être simple, c'est quelque chose qui est positif. C'est, je pense, une des meilleures qualités, et un des plus grands compliments qu'on peut avoir. C'est que la simplicité, c'est très très positif. Moi, c'est une valeur que je cherche à acquérir, de pouvoir me dire, en fait, juste, je suis simple. Je ne joue pas de double jeu à me dire, est-ce qu'il faut que j'agisse comme ça ou quoi que ce soit, est-ce que là j'ai bien agi ou non. Je veux être qui je suis et être authentique. En l'occurrence, du coup, ça passe par la simplicité. Et donc, l'amitié doit être simple. Par conséquent, elle est forcément difficile. Forcément. Parce que la simplicité et donc le refus, entre guillemets, du masque, et le fait de vouloir être authentique implique que, contrairement à notre société qui a vraiment ce jeu d'apparence qui est très présent, et qui donc du coup a ce jeu de l'idéalisation, bah on fait face à la réalité humaine qui est qu'on est imparfait. Donc forcément que dans l'amitié, il y a des moments qui sont bien plus difficiles. Alors je pense que là, quand je parle d'amitié, en l'occurrence, je prends ça sur un sens extrêmement large, et je parle en l'occurrence de l'amour, en fait. J'ai dit deux fois le mot en l'occurrence, attention à pas trop me répéter. Euh, je parle de l'amour aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'amitié, bien évidemment, comme on l'entend dans son mot le plus traditionnel, mais dans l'amitié, j'entends bien évidemment aussi l'amour, qui, là, pour le coup, c'est la plus grande des amitiés. Enfin, l'amour, avant tout, c'est une relation d'amitié avec l'autre, dans le sens que, comment je pourrais vraiment définir ça, mais enfin, vous devez être ami avec la personne avec qui simplement vous êtes amoureux. C'est pas simplement que de la luxure, c'est pas que pour le corps. Il y a vraiment ce truc de se dire, je me sens bien avec cette personne-là. Et ça doit être la plus grande amitié, parce que c'est une personne à qui vraiment vous comptez vivre tout le temps. Forcément que vous devez avoir cette volonté quand même de je me sens bien avec elle. Enfin bref, j'ai fait une petite parenthèse là-dessus, mais en fait, c'est simplement pour vous dire que bah, pouvoir avoir cette question-là de la solitude, qui est donc du pouvoir l'aborder, il faut du coup forcément l'aborder par rapport au groupe, et donc vous allez sûrement me demander, ouais bah ok, mais comment en fait du coup pour avoir ce groupe-là si actuellement il est dans un des trois archétypes? Là, ce qu'il faut, c'est que il faut justement goûter à la solitude, dans le fait d'être seul et de comprendre qu'est-ce qui fait que je me sens seul, même quand je suis seul. Parce que le fait de se sentir seul quand on est seul n'est pas forcément quelque chose qui est normal. C'est-à-dire que moi, je prends un énorme plaisir dans ma solitude, et j'aime beaucoup cette phrase de Nietzsche, je vais paraphraser parce que je n'ai pas la phrase exacte, qui est que je déteste qu'on me prenne ma solitude par une mauvaise discussion. C'est-à-dire que en fait, je me sens très bien avec moi-même, et j'ai pas envie qu'entre guillemets on vienne me troubler ma solitude en voulant entre guillemets bah, m'envahir. C'est-à-dire que si je me rends compte qu'il y a un groupe social ou juste une personne avec qui juste simplement voilà, juste ça ne matche pas et je me sens pas forcément bien avec la personne, en l'occurrence je vois que je peux pas être authentique ou quoi que ce soit, ou juste que ça connecte pas, et ce qui est naturel et ce qui est normal vu qu'on est tous différents, nos amis seront différents par rapport à nos centres d'intérêt, et c'est juste naturel. Il n'y a pas de mauvais amis, enfin si il y en a, mais c'est pas parce que je ne suis pas ami avec quelqu'un que forcément c'est un mauvais ami.
Encore une fois, il n'y a pas vraiment cette question entre guillemets de oui, lui c'est un mauvais ami ou un bon ami. Non, encore une fois, ça va dépendre de chacun et de chaque relation. Même s'il y a quand même des mauvais amis et des bons amis. Mais c'est pas la question. Simplement du coup pour dire que moi en tant que personne, il faut que je puisse savoir forcément avec qui je me sens bien et du coup avant tout qui est réellement je suis. Et pour ça donc, bah, en fait, il faut en partie goûter à cette solitude qui est de savoir réellement, on va dire, qui je suis, de pouvoir réellement comprendre pourquoi je me sens seul avec moi-même. Parce que quand je suis avec les autres, si je ne sais pas avant tout qui je suis et qu'est-ce que j'aime réellement, je ne pourrais pas être à l'aise. Je vais forcément tomber dans une des catégories parce que soit je me dirais en fait ah non je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça et j'aurais une part entre guillemets d'ego qui va être beaucoup trop forte et donc du coup je vais être dans l'archétype numéro 3 qu'on retrouve dans le personnage de Dostoïevski dans les carnets du sous-sol. Ou soit c'est justement l'inverse, il y a un manque, on va dire, d'amour-propre qui est grand, qui fait qu'on va dire se faire, on va dire, envahir par le groupe et que donc on va tomber dans l'autre penchant, qui est celui qui va en fait un peu s'aliéner complètement. La différence entre l'archétype 1 et l'archétype 2, en fait en soi techniquement il n'y en a pas, c'est juste qu'en fait il y en a un qui s'est fait accepter et l'autre qui s'est pas réellement fait accepter parce que bah, juste le groupe le rejette. En fait, dans les deux cas, il y a quand même cette volonté entre guillemets de se détruire qui on est réellement pour être dans le groupe, et dans l'autre il y a cette volonté de bah on va dire se grandir de manière absolument orgueilleuse, et donc du coup on s'éloigne volontairement du groupe. Donc ce qu'il faut avant tout c'est bah, comprendre notre propre valeur, et j'ai fait un podcast la semaine dernière sur ça qui du coup est littéralement apprendre à s'aimer, et je l'ai dit dans ce podcast-là, c'est que ce qui est important pour apprendre à pouvoir s'aimer, c'est de réussir aussi à avoir du temps dans la solitude. C'est quelque chose qui est tout bête, mais en fait, je sais que moi je suis solitaire, et donc mon rapport avec autrui, il est que je sais que donc j'ai un bon rapport avec moi-même, et donc par conséquent, quand je suis avec les autres, je me sens bien, et en fait, je n'ai pas de difficulté à être avec les gens, parce que simplement, les gens avec qui je vais, on va dire, passer du temps, sont ceux qui vont me correspondre. C'est-à-dire que je ne recherche pas de relations qui sont inauthentiques. Il y a des groupes, je sais très bien qu'avec qui juste bah, je m'entends pas plus que ça. Et au final, j'ai voulu il y a un an rentrer dedans, et je me suis forcé à être qui je ne suis pas. Et au bout du bout, bah, je me suis dit, bah non, en fait, il faut que je m'en sépare. Et je pense que c'est une des meilleures décisions de ma vie de pouvoir me dire ça. Donc, au bout du bout, la question, c'est de se dire, en fait, bah, simplement, avant de pouvoir trouver simplement les gens avec qui on se sentira à l'aise, c'est de dire qui je suis réellement. Et encore une fois, c'est la grande question en fait de la philosophie, hein, c'est vraiment la question de Socrate, c'est le Nyauti Sauton, qui du coup était écrit sur le temple de Delphes, qui est la fameuse devise qui s'appelle connais-toi toi-même. Il faut apprendre à pouvoir se connaître, et c'est la base de la philosophie, c'est vraiment de pouvoir se dire qui suis-je réellement. En l'occurrence, je pense que c'est la base de toute la réflexion éthique, de se demander qui suis-je, parce que s'interroger sur le monde, c'est extrêmement intéressant. J'avoue que moi je suis plus dans ce côté-là de la philosophie, j'aime beaucoup m'interroger sur le monde et ses mécanismes. Euh, mais la question éthique de se demander qui suis-je réellement, elle est tout autant et même encore plus passionnante, je trouve. Enfin, les deux sont passionnantes, hein, vraiment juste comprendre comment l'univers fonctionne et puis qu'est-ce que l'univers réellement d'un point de vue philosophique, c'est extrêmement intéressant. Mais la question de se dire bah, qui suis-je, elle est vitale. Pour notre vie humaine, elle est extrêmement importante de savoir qui on est. Et donc forcément, on a besoin en fait de pouvoir donc se connaître, pouvoir vivre avec nous. Parce que si on ne sait pas qui on est, bah, malheureusement, en fait, on ne pourra pas, on va dire, avancer. Et donc, faire un peu une petite synthèse de ce que j'ai dit la dernière fois, bien évidemment, dans la question en fait, de la solitude, il y a aussi forcément la question bah, de l'amour-propre qui est un peu blessé. Et donc, il faut bah, forcément, on va dire, guérir la blessure. C'est ce que du coup, je parlais dans l'épisode d'avant, c'est que il faut guérir la blessure. Et donc, il faut trouver qu'est-ce qu'on aime. Il faut surtout passer du temps seul. Il faut essayer de pouvoir comprendre réellement qui on est. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est là que réellement se trouve, on va dire, l'étape numéro 1 de la solitude pour réellement avancer dans sa vie sociale. C'est qu'elle est avant tout là pour pouvoir faire le point sur qui nous sommes actuellement. Pour
trouver réellement, on va dire, qui on a envie d'être, il faut d'abord savoir où est-ce qu'on est. Et c'est vraiment ce que je disais avant, il faut d'abord trouver, on va dire, le point de départ, d'où est-ce qu'on vient, donc la blessure, pourquoi on est comme ça actuellement. Ensuite, comprendre bah, où est-ce qu'on est actuellement, c'est-à-dire bah, en fait, voilà, juste qui je suis, à quel moment actuellement je me trouve sur mon chemin pour pouvoir avancer. Et dernièrement, bah, trouver où est-ce que je pourrais être guéri, donc guérir la blessure. Et donc forcément, bah, c'est là que du coup commence le travail de pouvoir commencer à s'aimer. Et pour moi, c'est un travail qui se fait vraiment dans la solitude. C'est-à-dire que c'est à partir de là, en réussissant à pouvoir, donc en l'occurrence, bah, comprendre réellement qui on est, qu'on peut avancer, donc du coup, ça ferait avoir des relations qui sont authentiques. Et j'ai pas forcément, je pense, plus que ça à détailler sur la question, parce que bah, c'est vraiment le sujet du podcast de la semaine dernière. Donc je vais pas vraiment me répéter, ça n'a pas vraiment trop d'intérêt. Et donc à ce moment-là, je vous dirais que réellement, euh, le rapport à la solitude, cette question-là, de toute façon, pourquoi je ne veux pas non plus aussi trop détailler, c'est que elle est très personnelle. Je ne vais pas vraiment donner un modèle parce que simplement bah, la manière dont moi je l'ai traité, elle va être différente de la vôtre parce que simplement nos problèmes étaient différents. Moi j'ai compris mon problème que j'avais moi par rapport à moi-même, je l'ai réglé, j'ai beaucoup écrit dessus, j'ai beaucoup d'ailleurs aussi pleuré par rapport à ça, j'ai écrit des poèmes, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait même des vidéos là-dessus. Euh, j'ai cerné ce qui n'allait pas en fait. J'ai compris réellement d'où venait la blessure. Et ça m'a permis de pouvoir grandir en tant qu'humain et de pouvoir avancer. Et ce passage-là, il est très personnel en fait. Et c'est à vous de pouvoir en l'occurrence trouver réellement votre blessure et de pouvoir agir dessus. Et en l'occurrence, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le podcast dernier. Mais je peux encore une fois me répéter en me disant d'aller le voir parce que vous êtes assez intelligent pour pouvoir vous diriger là-bas. Bref, maintenant qu'on a du coup fait cette partie-là, on va dire, de travail sur soi, euh, ce qui du coup nous compte réellement maintenant, c'est du coup bah, apprendre à se connaître à travers les autres. Parce que ce qui est très important et ce qui est très souvent oublié, c'est que bah, en fait, euh, on peut pas avoir une vision authentique de nous-mêmes seul. C'est l'erreur en l'occurrence bah, que fait l'autre personne. Là, la partie entre guillemets se reconcentrer sur soi-même, elle est très importante pour la personne entre guillemets du cas numéro un, elle l'est tout autant pour la personne numéro 2, mais le souci c'est que vu qu'il est prisonnier dans lui-même et dans la solitude, il y a de fortes chances que c'est pas là-dedans qu'il va pouvoir réussir à pouvoir la vaincre, et que du coup il va encore avoir ce sentiment de je me sens seul dans ma solitude. Donc soit il y a ce déclic qui va venir à un moment d'une personne, d'une vidéo, d'un livre ou quoi que ce soit, d'un contact avec le monde extérieur qui lui fait lui rendre compte que en fait sa bulle dedans elle est empoisonnée. Et s'il reste dedans, bah, malheureusement c'est lui qui va éclater. Donc ce qu'il faut faire c'est sortir de la bulle et c'est du coup d'aller vers les gens. Et ça demande réellement en fait je pense une des qualités que les gens n'ont plus trop de nos jours qui est la curiosité d'un point de vue extrêmement sain, de se demander bah, c'est quoi réellement ce que l'autre il aime, de laisser parler, de savoir écouter, savoir poser des questions. C'est une qualité que beaucoup de gens n'ont pas. D'ailleurs, même je pense que beaucoup de gens qui sont solitaires, en l'occurrence comme moi, je suis très solitaire. Je sais que il y a des gens qui ont un talent et c'est magnifique. Je connais une personne qui a ce talent de pouvoir bah, juste avoir toujours les bonnes questions et c'est sincère. Et la vérité, c'est que je pense que bah, même moi, je le ressens. J'ai énormément d'intérêt dans les gens et pour autant, c'est pas parce que j'ai un intérêt en fait, en gros, que les questions vont venir. En fait, il faut savoir s'autoriser justement à pouvoir s'ouvrir. Et dans le sens, s'ouvrir à l'autre, c'est donc du coup, bah, en fait, en gros, le laisser pouvoir rentrer en nous, du coup, le laisser pouvoir vraiment pouvoir nous donner des choses. Et du coup, pour moi, c'est ça que, enfin, c'est là que, ça, que vraiment on passe par la question. La question, c'est une forme d'ouverture, c'est se dire, j'ouvre la porte pour que tu puisses rentrer et me donner, pour pouvoir en fait me nourrir de qui tu es toi, pour que moi je puisse comme ça ensuite après grandir. Et c'est extrêmement vital. La part de la question, on va dire, et de l'intérêt, c'est ce qui, je pense, fonde les bonnes relations et les relations saines. C'est que en fait, il n'y a pas une forme de je me reclus sur moi et je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. Il y a une forme de je m'ouvre à travers la question sur toi pour te laisser parler. Et donc là, réellement, il y a ce côté-là de se dire, bah en fait, j'ai un intérêt dans l'autre. Et en fait, en ayant un intérêt dans l'autre, on a forcément un retour sur nous-mêmes. Parce que, vu qu'on a notre expérience qui est personnelle, on va toujours faire un écho à ce qu'on a vécu. Donc à travers l'autre, à travers ce qu'il a vécu, à travers ce qu'il raconte, à travers son point de vue, on peut du coup avoir un côté qui va être un peu moins subjectif
par rapport à nous, et un peu plus, entre guillemets, on va dire, pas objectif, mais qui est plus réel, on va dire. Parce que objectif, c'est pas ça exactement. Je voudrais que je revoie la définition de objectif et de relatif et de subjectif. Il faut que je revoie. Mais bref, qu'importe. Euh, Tout ça pour dire que au bout du bout, ce qui compte réellement, donc, c'est de pouvoir avoir cette forme d'ouverture. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, il faut que je sois seul, pouvoir comprendre réellement qui je suis, et puis donc du coup, après pouvoir, bah, du coup, voir qu'est-ce que moi j'ai à donner. Et le côté inverse, qui est de souvent pouvoir aller vers les gens et de pouvoir, en l'occurrence, recevoir, de voir qu'est-ce qu'eux, ils ont à donner. Et en fait, si la relation, elle est saine, et que eux aussi, donc du coup, ils vous aiment, et que du coup, ils ont de l'intérêt, ils vont aussi poser des questions. Alors parfois, ils vont pas les poser parce que simplement bah, je sais pas, genre juste ils ont pas l'habitude de le faire et très peu de gens ont l'habitude. Les discussions en vrai, il y a très peu de gens qui ont ce talent de pouvoir juste te poser plein de questions et être extrêmement intéressés. Et la vérité c'est qu'on a toujours plein de questions, plein de sujets, plein de trucs à raconter. C'est juste qu'en fait en général en fait ça nous passe comme ça à la tête et on se dit toujours ah mais est-ce que je peux poser ça comme question, est-ce que réellement, et en fait quand vous êtes avec la bonne personne dans l'amitié ou même encore une fois dans l'amour, vous n'avez pas à vous poser la question. Simplement, faites-le. Et c'est ça qui, je pense, est le plus beau, on va dire, dans les relations. C'est quand il y a vraiment ce côté-là où juste ouais, on est authentique et on peut se donner. Et en même temps, recevoir l'autre. Et là, du coup, il y a ce côté de. En fait, on accepte. On n'est pas dans le rejet de ce que l'autre nous donne, mais dans l'acceptation. Et en fait, on l'assimile. Et donc, du coup, l'autre, encore une fois, nous influence pour le meilleur. Et c'est là que réellement, du coup, on a une forme de authenticité et que du coup, on peut réellement vivre avec qui on est. Parce que du coup, on est reconnu, et en plus, comme ça aussi, bah, l'autre en tant que tel, il est aussi reconnu. Et c'est pas du tout d'un point de vue utilitariste, c'est pas d'un point de vue de se dire ah oui, je dois être reconnu, donc du coup, je vais faire ça. C'est en fait, réellement, il faut que ça vienne d'une manière sincère. Encore une fois, qu'est-ce qui manque dans la personne là qui est dans ce groupe et qui est un peu en mode ah, je me sens pas vraiment trop compris ou quoi que ce soit et je me sens un peu aliéné par la situation. Je sais pas pourquoi, vraiment, juste, je suis dans ce groupe-là, en fait, je me suis mis dedans, en fait, en gros, je me suis détruit moi-même. Bah, en fait, c'est que c'est forcé. Ce qu'il faut, c'est que ce soit naturel en fait, et que ça se passe simplement. Encore une fois, pas de complexité en amour. Et donc forcément en amitié. Et donc là, à ce moment-là, et donc là, c'est vraiment, je pense, là qu'on peut aborder, va dire, le point intéressant, parce que du coup, bah là, j'ai parlé encore une fois beaucoup du problème, de voilà comment entre guillemets vaincre la solitude négative. C'est maintenant on peut du coup arriver à la solitude qui est positive. C'est que maintenant qu'on va dire on est rassuré dans qui on est réellement, et ben en fait on peut faire grandir qui on est. Et c'est là que c'est la partie la plus intéressante et qui je pense est vraiment vitale, c'est que vous pouvez maintenant faire pousser les choses dans votre solitude. Parce que pour moi, encore une fois c'est mon avis, c'est que la partie en fait on va dire sociale, c'est une partie de don, d'échange. Et en fait, c'est clair que c'est vraiment, en fait, on va donner, on va dire, des graines aux gens, on va en recevoir, mais tout ce travail-là qu'on a à faire, donc en l'occurrence, je pense qu'il est du coup bah, le travail, on va dire, de l'expérience et de la maturité, c'est un travail qui se fait avec le temps. C'est-à-dire que quand vous êtes avec la personne, vous êtes en train de vivre la chose. Et après, donc du coup, il y a un temps pour pouvoir réfléchir sur la chose, donc du coup, pouvoir avancer. Parce que bah, quand vous êtes dans le présent, vous êtes dans le présent. C'est simplement dans une perspective future qu'on peut commencer vraiment à se dire que je vais avancer. Et si vous commencez à overthinker la chose dans le présent, c'est que, encore une fois, c'est pas simple, il y a une forme de complexité, une forme de dualité en vous qui est en train de vous dire en fait je suis là et je suis pas là et donc du coup je me pose trop de questions. Mais du coup dans une relation qui est absolument saine, à travers ça, vous pouvez en l'occurrence maintenant donc du coup dans votre solitude cultiver ce que les autres vous donnent et aussi bien évidemment ce que vous aussi vous pouvez avoir dans les moments de solitude de en l'occurrence consommation d'art. Quand vous allez, je sais pas, voir un livre, enfin, voir un film, lire un livre, regarder une pièce de théâtre, voir des tableaux, aller au musée, quoi que ce soit. Ces moments-là, quand vous écoutez une musique, vous allez avoir de l'inspiration. Et en fait, c'est là que je pense se trouve toute la notion créatrice dans l'homme. Elle se trouve en fait dans la solitude, mais à partir de l'échange avec les autres.
encore une fois, même dans l'art, il y a un côté où on sort de notre solitude pour pouvoir, en l'occurrence, se nourrir de ce qu'il y a de l'extérieur. Donc du coup, on se nourrit des autres, de ce qu'ils vont pouvoir eux aussi faire, parce que c'est ça qui fait qu'on est absolument humain. Mais la partie, en fait, entre guillemets, de production, de création, elle se fait du coup dans la solitude. Et donc, si on a une solitude qui est malsaine, qui n'est pas nourrie, en fait, ce qu'on va produire va être malsain et absolument, on va dire, bah, ignoble. Enfin, en fait, on le sent dans beaucoup de personnes, enfin, de personnalités, quand réellement ce qu'ils ont fait a été créé sous une forme de pression. J'ai actuellement forcément en tête Jean-Paul Sartre, qui est un génie, mais on voit ce qu'il écrit dans les mots, c'est étouffant, c'est étouffant. On, on, on sent de toute façon que cette personne-là, elle a un rapport à l'autre qui est absolument détruit. C'est pas pour rien que enfin, c'est pas pour rien que c'est la personne qui a écrit L'enfer c'est les autres dans le huis clos. C'est une personne qui est terrifiée par comment en fait l'autre va nous voir. C'est que réellement en fait dans le huis clos, c'est la vision de l'autre, on va dire, nous enferme. Il y a cette grande notion, on va dire, chez Sartre dans l'existentialisme, qui est de se dire je veux être ce que j'ai envie d'être, mais du coup la question c'est qu'en fait, on ne peut pas vraiment échapper à nos influences et à ce qu'on nous a donc en l'occurrence donné, et donc par conséquent, c'est du coup là que vient la phrase que vais-je donc faire de ce que l'on a fait de moi. C'est que en fait, les autres vont nous modeler. Il y a un côté très négatif, on va dire, dans la vision, on va dire, de l'autre. Et ça se ressent qu'il y a cette distance-là. Alors qu'en réalité, j'en parlais avec un de mes amis, qui ça, il me disait littéralement, enfin, plusieurs fois, il m'a dit, Sartre ne s'est jamais autant trompé que quand il a dit l'enfer c'est les autres. Parce que justement, c'est dans les autres qu'on trouve vraiment notre force et qui on est réellement. Et je suis entièrement d'accord, c'est dans les échanges, dans le partage en fait, comment on peut ensuite pouvoir créer. Et je sais que moi, ma chaîne YouTube, mes réflexions, ça et tout, c'est pas seul enfermé dans ma chambre que j'aurais pu les avoir. C'est parce que j'ai des études, que j'ai des professeurs, des discussions avec des amis, des recommandations de lecture qui font que bah j'ai une ouverture au monde qui me permet, dans ma solitude, de pouvoir créer. Et c'est ça, en fait, je pense que vraiment qui est ultra important. C'est que pour avoir une forme de authenticité, c'est de se dire, bah, il faut quand même que je me bâtisse, il faut quand même que je me construise, il faut que je sache réellement qui je suis. Donc il faut un temps de solitude, un temps où on va se dire, bah là, il faut pas que forcément je sois avec voilà, la fille que j'aime ou avec mes amis, mais il faut vraiment que je puisse travailler. Bien évidemment, on peut travailler avec les gens qui sont autour. C'est pas encore une fois la question de se dire ouais, je m'isole, on peut très bien travailler ensemble, on peut très bien faire du sport ensemble, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Mais la question c'est de se dire je prends ce temps où simplement on va dire j'ai cette réflexion sur moi et donc du coup je me construis. Que ce soit donc du coup bah, en l'occurrence je pense à la salle de sport, au travail personnel sur nos cours, au travail personnel qu'on a par rapport dans nos lectures. Il y a beaucoup d'activités qui sont importantes d'avoir seul. Et c'est vrai que moi je sais que je suis très solitaire et j'ai besoin de mon temps tout seul. Si je passe du temps avec des gens et qu'il y a trop de gens qui sont autour, enfin, ça m'absorbe mon énergie. En fait, genre juste, j'adore être avec des gens et je suis bien plus à l'aise dans les situations où on est en 1-1 avec juste simplement une personne qui en passe que quand on est avec 2, 3, 4, 5 personnes et que du coup il y a un groupe. Je sais que voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne et je me sens à l'aise dans le groupe, mais souvent j'ai quand même des discussions qui sont en 1 ou enfin 1 et 1 ou dans des échanges. Et parce que simplement, dans les groupes avec qui je suis, bah, en fait, je me sens plutôt bien. Et donc, en fait, du coup, c'est-à-dire que le fait d'être avec une personne là, va forcément, entre guillemets, mettre le reste du groupe dans une situation où ils vont se dire oh, mais il s'isole, quoi que ce soit. Et c'est ça qui, je pense, est vraiment le plus beau et le mieux, on va dire. C'est quand on a cet équilibre-là, où en fait, on peut être reconnu par les autres dans notre groupe et pouvoir en fait, savoir ces discussions qui sont là profondes où réellement on se cultive. Et pour moi, la solitude, c'est une force qui est énorme. Je sais que à une époque, c'était extrêmement dur quand j'étais seul. Et maintenant, j'avoue que quand j'ai mes petits moments comme ça, là, le soir, où je rentre et je peux faire un petit peu de la guitare, où je peux lire un livre et tout, où je peux juste un peu travailler, c'est un bonheur. C'est un bonheur de se retrouver avec soi-même. C'est vraiment un bonheur. Et je sais que j'en trouve aussi une grande force dans mes relations sociales. Je sais que en fait, voilà, je reçois
un message, du soutien, quoi que ce soit, je me dis en fait, mais en fait, les gens sont quand même toujours là. En fait, je suis seul, mais je me sens pas seul. Parce que je sais que les gens sont là. Et c'est ça qui pour moi en fait compte le plus. On a besoin d'être seul pour pouvoir vraiment évoluer et donc du coup avoir ce retour sur nous-mêmes. Et on a besoin des autres aussi pour vraiment avoir un retour aussi sur nous-mêmes et aussi avoir cette phase de don et de pouvoir recevoir. Et là réellement, on a une chose qui se bâtit et qui est réellement belle et profonde. Mais on a besoin de pouvoir aussi être seul. Mais il ne faut pas qu'on se sente seul. Voilà, je pense avoir dit à peu près tout ce que je voulais dire. J'ai essayé d'être le plus synthétique, j'ai peut-être parlé un petit peu vite. Je voulais pas vraiment faire un podcast extrêmement long parce qu'on m'a dit voilà, que je blablatais beaucoup. J'étais en full impro. Et vraiment, juste, je me suis dit ça tout à l'heure parce que vraiment, j'ai eu cette discussion-là avec un pote. On rentrait comme ça, on va dire, de la fac. Et c'est un mec qui est nouveau, donc forcément, en fait, on se connaît pas depuis un an comme la plupart des gens de la fac. Et en l'occurrence, on discutait et moi, je disais réellement mon point de vue par rapport à ça et je lui disais que ouais, pour moi c'était vraiment important de d'avoir des moments seuls et de être authentique dans les relations et donc du coup j'y ai pensé, je me suis dit allez, ce soir de toute façon il faut que je fasse un podcast donc du coup je vais faire un podcast et puis voilà. J'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai beaucoup aimé. Là je pense en plus comme ça, là il est 21h, je vais pouvoir aller dormir parce que je suis fatigué, j'ai eu une grosse journée. Je vais boire un petit peu d'eau et puis voilà quoi. Et puis sinon par rapport à la chaîne, update, j'avance sur ma vidéo. Il n'y aura pas de vidéo en octobre, contrairement à ce que j'ai pu te dire. Mais en novembre, il y en aura une. Parce que là, j'ai fait tout mon plan, on va dire, pour la vidéo, en l'occurrence, sur la question de l'âme et la machine. En l'occurrence, du coup, c'est la machine peut-elle avoir une âme. En l'occurrence, on va parler de l'IA. Et c'est un sujet qui est très, très présent aujourd'hui. En fait, c'est que récemment, j'avais un autre sujet. Mais malheureusement, je bossais avec quelqu'un et actuellement elle ne peut pas finir le projet donc du coup la vidéo sortira plus tard et ce n'est pas grave et l'autre vidéo que je faisais en fait c'est que simplement je n'ai pas réussi à pouvoir délimiter le projet mais globalement j'ai déjà 4 vidéos dans les cartons et juste il faut que je fasse des recherches en fait c'est ça qui fait je pense c'est le plus long c'est que je cherche vraiment à faire du contenu de qualité et pas faire de la quantité et donc par conséquent, je fais des recherches et on parlera en l'occurrence un petit peu du nihilisme. Enfin bref, voilà, voilà. Moi j'ai beaucoup apprécié ce podcast-là. J'espère que vous aussi. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour ceux qui sont restés vraiment jusqu'au bout. Pas pour vous mettre une balle dans la tête et le flingue sur la tempe. Juste pour vous dire voilà, que si vous avez des suggestions, n'hésitez pas voilà, dans les sujets que vous voulez que j'aborde. Vraiment, merci beaucoup pour vos retours. C'est vraiment beaucoup de plaisir de pouvoir voir le soutien qu'il y a autour de ce podcast-là. Je prends beaucoup de plaisir à le faire et je vais continuer encore à le faire. Alors voilà, merci à vous. Merci énormément pour tout ce que vous me donnez. Et puis, on se retrouve bientôt. Au pire des cas, la semaine prochaine pour un podcast. Et sinon, on se retrouve pour une vidéo YouTube. Et j'espère très bientôt, en novembre. Normalement, ça devrait quand même pouvoir le faire. Bref, prenez soin de vous, et puis comme à chaque fois, des bisous.